C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lyoma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons continuer la série de vidéos Tana pour les cours d'anatomie, toujours avec la quatrième unité de la deuxième année médecine, l'unité sur l'appareil endocrinien et l'appareil reproducteur. Et aujourd'hui nous allons aborder l'anatomie, la structure anatomique, descriptive et topographique de non pas une, non pas deux, mais trois glandes endocrines faisant partie du système endocrinien. Nous allons d'abord aborder la région cervicale, la partie antérieure de ton cou, donc de la région cervicale, avec deux glandes. La glande thyroïde qui va représenter 70 à 80% de le court ternant, c'est la partie la plus longue pour être le court, et les parathyroïdes, qui, comme leur nom l'indique, sont des petites glandes qui vont être annexées, qui sont juste à côté de ta thyroïde. Après avoir étudié ces deux glandes-là, on va passer à l'espace rétropéritonéal en arrière du péritoine pariétal postérieur, la région abdominale, avec les deux glandes surrénales. Deux glandes surrénales qui sont indispensables à la vie, on dit qu'elles sont vitales, et qui vont se situer, comme leur nom l'indique, juste au-dessus des reins, au niveau du pôle supérieur des deux reins. Donc, c'est un cours et une vidéo qui va être relativement longue, de par le fait qu'on va aborder trois glandes. Et pourquoi est-ce qu'on va aborder ces trois glandes-là ensemble? C'est parce que le cours sur la thyroïde et les parathyroïdes qsir, et le cours sur les surrénales il est encore plus qsir. Donc pour pouvoir gagner du temps et condenser les différents cours, on va étudier ces trois organes, ces trois glandes, ces trois organes du système endocrinien ensemble. Et avant de commencer le cours ternant, on remercie, comme à notre habitude, les professeurs d'anatomie de la faculté de médecine d'Alger, et plus particulièrement deux professeurs pour deux supports courts qui sont différents. On va d'abord remercier Dr Baba pour le support sur la thyroïde et les parathyroïdes, et on remercie bien sûr professeur Touya pour son support court euh, sur les glandes surrénales. Sans plus tarder, on va commencer avec le plan le cours terne. On commencera avec la thyroïde, qui m'a dit que ça va représenter 70 à 80% de notre cours. On va introduire cette glande thyroïde en la définissant, une définition de cette glande thyroïde. Et bien sûr, vu qu'on est l'unité endocrino, on va citer les hormones qui sont synthétisées par cette thyroïde, et donc son rôle fonctionnel et physiologique. On va ensuite entamer l'anatomie descriptive, situer la glande thyroïde Winjaya exactement et étudier sa morphologie, sa forme, de quoi est-elle constituée et quelles sont les différentes parties et constituants de cette glande-là. Ensuite, نهضروا على les moyens de fixité, comment est-ce que cette glande est fixée au niveau de la région antérieure, cervicale, avec des formations ligamentaires essentiellement, ce sera eux, les هيشدوا réellement la glande, et on va donner deux, trois autres moyens de fixité accessoires, les يعاونوا à la mise en place de cette glande. Et ensuite, on va aborder l'anatomie topographique. L'anatomie topographique, ce sont les rapports anatomiques, les structures viscérales, vasculaires ou même surtout nerveuses, l'icono qarab à la glande. On va les distinguer en deux, ces rapports. Des rapports profonds qui sont directement en contact de la glande. Et quand on va étudier ces rapports profonds, nous allons voir les rapports de chacun des constituants de cette glande. Chaque partie morphologique va avoir ses propres rapports selon, bien sûr, les axes et les plans dimensionnels traditionnels que l'on connaît. Ensuite, nous chauffons les rapports superficiels. Ces rapports-là, ce sont des rapports qui sont importants à connaître en chirurgie. La glande thyroïde, c'est une glande qui est relativement superficielle. Elle peut être palpable en anatomie palpatoire. Et le but de ces rapports-là, d'étudier ces rapports-là, c'est de savoir quelles sont les différentes couches de tissu qui vont séparer cette glande thyroïde de l'extérieur et de la superficie. On terminera avec le chapitre le plus important en fait de cours, c'est la vascularisation artérielle, veineuse, lymphatique. C'est très important de connaître les différents pédicules artériels qui vont irriguer en sang cette glande thyroïde. On terminera avec un petit mot sur l'innervation et une conclusion, comme à notre habitude. On passera ensuite au parathyroïde avec
Un plan similaire, beaucoup moins détaillé par contre, des généralités pour introduire et définir ces parathyroïdes. On citera quelques caractéristiques d'un point de vue descriptif et topographique, c'est-à-dire d'un point de vue anatomie descriptive et d'un point de vue rapport anatomique, qui vont être assez résumés. Wesh, parce que les glandes parathyroïdes, ce sont des glandes qui sont sujettes à plusieurs variations anatomiques, que ce soit du point de vue de leur nombre, d'un point de vue de leur situation ténète, et même de leur forme, de leur morphologie. Ce qui fait qu'on va se contenter de citer ces différentes, les grandes variations connues pour ces parathyroïdes sans rentrer dans des détails inutiles. On terminera avec la vascularisation très importante pour les parathyroïdes. Je le dis dès maintenant, c'est une vascularisation de type terminal. Elle aussi, elle peut être sujette à des variations anatomiques. Un petit mot sur l'innervation et on conclura les parathyroïdes. Pour ensuite passer aux surrénales. Les surrénales, on va introduire, définir les surrénales tawana. On va on va dire un petit truc sur l'embryologie, même si ça, ce sera beaucoup plus du domaine du module disto. On va voir leur anatomie descriptive, il y a la configuration externe de nos deux surrénales. نشوفوا la situation تاعهم وين جايين exactement et les rapports anatomiques en utilisant une coupe transversale, une coupe ici qui va passer par T12, et une vue frontale sur l'espace rétropéritonéal pour mieux aborder les rapports anatomiques de ces deux glandes-là. On terminera avec trois plaques, ou du moins trois schémas, une seule plaque sur la vascularisation, un schéma donc pour la vascularisation artérielle, un autre pour la vascularisation veineuse et Shuyak-Teba pour parler de la vascularisation et le drainage lymphatique. On parlera très brièvement de l'innervation qui reste néanmoins assez importante pour ces deux glandes-là. Donc sans plus tarder, maintenant que tu connais le planté et le cortéaque, on va pouvoir commencer avec la glande thyroïde. La glande thyroïde, c'est la plus volumineuse des glandes du système endocrinien TAC. Elle va avoir une forme de H, en forme d'anneau, entourant l'axe aérien TAC, le conduit laryngo-trachéal. On n'en a qu'une seule, le corps ternant, elle est impaire, elle va se situer full-west, elle est médiane, et elle est bien sûr au niveau antérieur de la région cervicale TAC, juste en avant du conduit laryngo-trachéal. Le rôle TAH, il est multiple. De par la sécrétion hormonale TAH, c'est une glande endocrine. Elle va sécréter trois types d'hormones. D'abord, les plus connus, T3, T4, la thyroxine et la triiodothyronine, ce sont les hormones thyroïdiennes classiques qui vont agir sur presque tous les tissus et les métabolismes de ton organisme. Ça prendrait beaucoup trop de temps pour lister et parler du rôle et de la physiologie de ces deux hormones-là. On en reparlera en temps et en heure en physiologie, Inch'Allah. Et on a une troisième hormone sécrétée pour pouvoir contrôler la calcémie, le métabolisme du calcium, comme étant une hormone antagoniste de la parathormone sécrétée par les parathyroïdes, c'est la calcitonine. Elle a un rôle important, c'est d'abaisser, de diminuer la calcémie, le taux de calcium au niveau du sang. D'un point de vue pathologique, la thyroïde elle est connue pour son augmentation de volume non cancéreuse, qui peut être appréciable par la palpation, et même juste d'un point de vue visuel, hein, tu peux le remarquer, c'est le goitre. Le goitre, c'est l'une des pathologies les plus connues, les Tresluck, enfin l'une des conditions pathologiques les plus connues, les Tresluck, la thyroïde TAC. On passe maintenant à la description et on va aborder la situation de cette glande thyroïde. Comme on a dit, elle va se situer dans la région cervicale. JF, le coutéac. Elle est plus ou moins superficielle. Elle va occuper la partie antérieure de la région infrahyoïdienne, sous l'osioïde, comme tu peux le voir dans le schéma Fouqani. Pour être plus précis, elle va enrouler l'axe aérien, donc le conduit laryngotrachéal, le conduit constitué du larynx en haut et de la trachée en bas. Donc, elle va être en avant de la partie supérieure de la trachée et de la partie inférieure du larynx. Pour être plus précis, des cartilages cricoïdes et thyroïdes du larynx. Elle va se situer de part et d'autre des régions carotidiennes, où on va retrouver le paquet vasculo-nerveux du cou, et en arrière des muscles et aponevroses de la région cervicale en infrahyoïdien, tête l'osioïde.
Donc, on a quelques muscles et quelques aponevroses qu'on va les rapports superficiels qui vont séparer cette glande thyroïde de la peau, de l'extérieur et de la superficie. Ça, c'est la situation générale de la glande. D'un point de vue de la forme, elle a une forme de H qui va entourer Kimarakchouf, trachée et larynx. En entourant trachée et larynx, ça va nous donner une forme d'anneau. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle a la forme d'un H majuscule? Parce que Kimarakchouf, le H majuscule, en soi, c'est juste deux barres verticales réunies par une barre horizontale transversale. La thyroïde, c'est la même chose. On va avoir deux lobes latéraux qui ont une direction verticale et une barre, une lame de tissu thyroïdien transversal qui va réunir les deux, qu'on va appeler l'isthme de la glande thyroïde. Cet isthme-là, de manière inconstante, il va se prolonger par un autre lobe, un troisième lobe thyroïdien, que l'on appelle le lobe pyramidal de l'alouette. Si on veut maintenant décrire avec plus de précision la morphologie des constituants de la glande thyroïde, on va dire que chacun des lobes latéraux va avoir une forme de pyramide. Une pyramide triangulaire, à base inférieure et à sommet supérieur. On aura une base renflée, relativement renflée mais le tête, et un sommet où il a un pôle supérieur fin, dit effilé en haut. Vu qu'elle a une forme triangulaire, on va distinguer trois faces, visibles très très bien sur cette coupe horizontale du lobe latéral gauche. Qu'est-ce qu'on a? On aura une face antérolatérale, que l'on voit très très bien sur cette vue frontale. On aura une face médiale, là est tablée directement la trachée et le larynx, et on a une face postérieure, les rahis, en arrière, les tablée le paquet vasculo-nerveux du cou et surtout les parathyroïdes qui يكونوا في هذيك البلاصه. Pour l'isthme thyroïdien, ce n'est rien d'autre qu'une lame, une bandelette de tissu thyroïdien qui va réunir les deux lobes et qui a une forme aplatie. Qui dit aplati dit automatiquement deux faces. Une face antérieure, visible sur la vue frontale, et une face postérieure qui n'est pas visible sur la vue frontale, à être appelée les anneaux cartilagineux de la trachée. Et on va voir les rapports lesquels. Ces deux faces-là sont limitées bien sûr par deux bords, un bord inférieur milteht et un bord supérieur melfouk, qui va se continuer par la fameuse pyramide de l'alouette, le lobe pyramidal, qui est un prolongement du tissu thyroïdien. Un petit mot sur les paramètres dimensionnels et pondérales, donc sur la hauteur, largeur, épaisseur et même le poids de cette glande thyroïde. Si on prend la hauteur, à plus grande hauteur, c'est-à-dire les lobes latéraux, ils sont beaucoup plus longs que l'isthme, bien sûr. On aura 6 cm. Pour la largeur, d'un lobe latéral à un autre, on va, kiff kiff, c'est beau, 6 cm, c'est du 6 sur 6. Pour l'isthme, c'est du 1,5 sur 1. 1,5 de hauteur et 1 cm seulement de large. Pour le poids, c'est un poids qui est variable, qui va bien sûr varier selon le sexe du patient, selon la condition physiologique ou la pathologique de ce même patient. Un patient qui a un goitre, il ne va pas avoir le même poids de la thyroïde qu'un patient qui n'a pas de goitre. Mais généralement, on dit que le corps thyroïdien chez la femme, il est plus lourd que chez l'homme et ça tourne aux alentours des 30 grammes. Pour l'aspect et la couleur, le parenchyme thyroïdien aura un aspect brun, rougeâtre, assez mou, friable même, et il est entouré par une capsule fibreuse, une capsule adhérente fibreuse, qui va permettre d'individualiser le tissu glandulaire spécifique de cette glande-là, qui est d'ailleurs différent, la structure histologique du parenchyme thyroïdien est différente des autres glandes du système endocrinien interne, et ça sera vu plus en détail en histologie, Inch'Allah. Pour les moyens de fixité, cette glande-là, se situant juste derrière le larynx au niveau donc de la région antérieure du cou, au niveau de la région cervicale, infra-yoïdienne, elle va être maintenue par des ligaments. Ces formations ligamentaires, ce sont les moyens de fixité les plus importants et les principaux en soi, qui vont permettre de fixer cette glande-là au conduit laryngotrachéal. On a deux types de ligaments. Et en tout et pour tout, on a trois ligaments. On a un ligament thyrotrachéal médian, qu'on appelle le ligament médian de Gruber, qui va permettre de coller l'isthme à la trachée,
comme son nom l'indique, thyrotrachéal, et deux ligaments latéraux, eux aussi de Gruber. Ces deux ligaments latéraux vont coller la face médiale des lobes latéraux de la thyroïde, ami ben très très bien ici. Ils se retrouvent avec le côté, les faces latéraux de la trachée et de notre larynx. Ces trois ligaments sont les moyens de fixité les plus importants, auxquels on va rajouter des moyens de fixité accessoires qui aident à mettre en place cette thyroïde. Bien sûr, la thyroïde, visible ici sur la vue transversale de en bas à droite, elle va se situer dans la gaine viscérale du cou, avec les autres viscères tels le cou, c'est-à-dire avec la trachée et l'œsophage que l'on voit ici. Et avec surtout les deux récurrents laryngés que tu vois, les deux points jaunes, qui vont constituer le rapport le plus important qu'il ne va pas falloir oublier à la fin d'être le cours. Donc comme tu sais, trachée, œsophage sont contenus dans cette fameuse gaine viscérale du cou, entourée, constituée par des fascias, du tissu aponévrotique fibreux, qui va permettre d'entourer ces organes-là et de les englober. Différent de la gaine vasculaire du cou, qui est, elle, de part et d'autre du cou, qui va contenir le paquet vasculo-nerveux, avec la carotide primitive, la jugulaire interne et le nerf vague pneumogastrique, le 10. Au sein de cette gaine viscérale du cou, on va avoir une partie de cette lame du fascia cervical viscéral qui va délimiter une loge spécifique pour la thyroïde. C'est la loge thyroïdienne. Et on va en reparler sur la situation de les rapports. C'est cette loge thyroïdienne-là qui va aider, donc TNIT, à fixer cette thyroïde au niveau de son emplacement cervical. Donc gaine viscérale du cou, c'est un moyen de fixité également. On a la continuité des vaisseaux qui vascularisent la thyroïde avec pédicule vasculaire qui constitue un moyen de fixité TNIT accessoire. Comme tu le vois, le pédicule, le paquet vasculo-nerveux du cou, il est de part et d'autre de la thyroïde. C'est un rapport d'ailleurs postérieur des lobes thyroïdiens. Et vu que les vaisseaux, artères et veines qui vont vasculariser cette thyroïde-là viennent de la carotide et de la jugulaire, carotide externe et jugulaire interne, on va avoir un certain moyen de fixité accessoire pour garder cette thyroïde en place. On peut même rajouter le tissu conjonctif qui va entourer les veines thyroïdiennes moyennes, mais là, on chipote un petit peu les détails. Les moyens les plus importants restent quand même les formations ligamentaires et la gaine viscérale du cou qui vont maintenir cette thyroïde en place. Là, on a d'autres coupes transversales, des coupes transversales qui passent par C7, C6, donc par des vertèbres cervicales. Oui, on voit très très bien. Bon, ça c'est une vertèbre cervicale. Ici sur le schéma de gauche, il y a plus de détails parce qu'on met plus de muscles en arrière de la vertèbre. Donc on a les muscles ici prévertébraux. On a les muscles de la région cervicale avec le sternoclédomastoïdien, le muscle le plus volumineux de notre cou, de part et d'autre du cou. Mais ce qui va nous intéresser, ce sont les gaines viscérales et vasculaires. De part et d'autre, tu vois le paquet vasculo-nerveux entouré par sa gaine vasculaire. Et ici, tu vois trachée et œsophage qui vont surplomber la coupe. C'est eux les éléments centraux de la coupe ternant qui vont être engainés dans cette fameuse gaine viscérale le cou tac, qui est formée par des fascias, donc des lames d'aponévrose, le fascia cervical. C'est la lame viscérale du fascia cervical qui va constituer cette gaine-là. Et cette lame viscérale, donc cette aponévrose, ce fascia-là, il délimite sur ce schéma, sur cette coupe, une loge spéciale pour la thyroïde. C'est la loge thyroïdienne. C'est là où est-ce qu'on va retrouver la thyroïde. Et ce fascia-là qui délimite la loge thyroïdienne, c'est le fascia thyroïdien, tout simplement. Et tu peux même apercevoir ici en vert, avec des petits traits les ligaments de Gruber, le médian, il se l'isthme avec la trachée, et les latéraux, il se les lobes latéraux avec la trachée terne. On passe maintenant au rapport. Grâce à ce fascia thyroïdien et grâce à cette loge thyroïdienne, la thyroïde, avec tous ses constituants morphologiques, les lobes et l'isthme, vont rentrer en rapport avec les éléments viscéraux, vasculaires et nerveux de la région cervicale, au niveau du cou.
Et ces rapports-là, هنقسموهم en deux. Des rapports profonds qui m'a قلنا في le début, les rapports qui sont immédiats, les vraiment iconos juste à côté de cette glande thyroïdienne, et les rapports superficiels, les en chirurgie, sont les rapports du chirurgien pour qui séparent la glande de l'extérieur et de la superficie. Pour les rapports profonds, alors on va étudier les rapports à l'ahsab. Les rapports profonds, on va les étudier à l'ahsab la morphologie de la glande. Donc on va voir les rapports théalisme, avec les faces et les bords taouha. On va voir les rapports les lobes latéraux avec face postérieure, face médiale et face antérolatérale. باش ما تبحرش. Donc pour l'isthme thyroïdien, on a dit c'était une lame appellative constituée de deux faces, une face antérieure et une face postérieure. La face antérieure, déjà, faut savoir qu'elle est convexe parce que la thyroïde, elle forme un anneau à concavité postérieure. Cette face antérieure convexe, elle va être revêtue par le plan musculo-aponévrotique. Mais vu qu'on n'est pas fait les rapports superficiels, on va citer un seul muscle qui va revêtir cet isthme thyroïdien en antérieur, ce sera le muscle sternothyroïdien. Un muscle qui vient s'attacher du cartilage thyroïde du larynx que tu vois très très bien d'ailleurs et qui va venir se terminer au niveau du sternum. C'est le rapport profond, direct, qu'a la face antérieure de l'isthme euh, de la glande thyroïde. Pour la face postérieure, elle est concave et qui les anneaux cartilagineux de la trachée. Quels anneaux à proprement parler? Tu vois ici trois anneaux. 2, 3 et 4. Les 2, 3, 4, quatrième cartilage de la trachée seront un rapport postérieur de l'isthme thyroïdien. Et c'est très important de savoir que c'est les 2, 3e et 4e cartilages bulk. Pourquoi? Parce que ça laisse le premier cartilage thyroïdien libre. Et ça se voit encore mieux le schéma d'ailleurs. Si le premier anneau cartilagineux de la trachée est libre, ça veut dire qu'on est capable d'aborder chirurgicalement cette trachée sans toucher la thyroïde, sans avoir à toucher l'isthme de la glande thyroïdienne. C'est parfait pour une trachéotomie, un geste d'urgence où il تفتح la trachée, دخل un tube باش تخلي le patient تاعك respirer dans le cas où est-ce qu'il a dans le cas où est-ce que les voies aériennes supérieures تاعو راهم bouchées, elles sont obstruées. Cette trachéotomie qui va se faire juste au-dessus de l'isthme thyroïdien pour aborder le premier anneau cartilagineux de la trachée, c'est la trachéotomie sus-isthmique. C'est un détail clinique important à connaître. Si on revient au rapport, le bord supérieur, lui, il va se prolonger il va se prolonger de manière inconstante par cette fameuse pyramide de l'alouette, et le bord inférieur, il n'y a rien à signaler. On dit juste qu'il va être distant de 2 à 3 cm à peu près de la fourchette sternale, donc du manubrium sternal. Notez bien Tanit, l'isthme de la glande thyroïdienne, de par sa proximité avec le larynx et la trachée, il va être mobile lors de la déglutition. À la balle, lorsque tu avales, lorsque tu déglutis, le larynx تاعك يطلع. Tu peux même tester وحدك si tu veux. Le larynx تاعك هيطلع, il va monter, et cet isthme-là, il va suivre le même chemin. Il va s'élever lors de la déglutition. D'ailleurs, il est palpable juste تحت le larynx, juste تحت le cartilage cricoïde. Maintenant, on va passer au rapport des lobes latéraux. Et ces rapports-là, ils sont visibles sur des coupes transversales. Coupe transversale ici, passant par C7, schématisée par dessin. Coupe transversale ici, passant par une vertèbre cervicale. Je parie que c'est soit C7, soit C6, un truc du genre. Ou est-ce que c'est les mêmes éléments, balk en couleur. Et ici, on a une vue semi-frontale transversale qui nous laisse apprécier les rapports superficiels beaucoup plus avec les différentes aponevroses et les lames du fascia cervical avec les muscles. Et ici, on a la vue postérieure de notre glande thyroïde. Avec ces schémas-là, on peut parler des rapports des lobes latéraux. On va faire par face. La face postérieure, elle va rentrer en rapport avec le paquet vasculo-nerveux du cou. Ce paquet vasculo-nerveux du cou, qui est constitué de la carotide commune, primitive, juste avant qu'elle se divise en externe et en interne, la jugulaire interne, visible ici, en bleu, et le nerf vague, le 10e nerf crânien, le fameux pneumogastrique. Il y a donné en long, large et en travers, la première unité
tes cardio-respiratoires. On va, en plus de ces trois éléments essentiels et principaux du paquet vasculo-nerveux du cou, on va rajouter les ganglions lymphatiques de la chaîne jugulaire ou la jugulo-carotidienne qui accompagne la jugulaire interne et la carotide. Ces éléments-là, ils sont engainés par du fascia qui vont constituer la gaine vasculaire ou la gaine carotidienne le cou tac. Voilà le rapport essentiel qui est toujours là, toujours présent pour la face postérieure des lobes latéraux. On va rajouter en plus de ces rapports-là qui sont à l'extérieur de la loge thyroïdienne, on va rajouter les parathyroïdes. Ces parathyroïdes-là, on va le voir juste après la partie thyroïde qui leur est dédiée. Elles ont une situation variable. Elles sont sujettes à des variations anatomiques. En arrière de la thyroïde, même en intramédiastinal, en avant de la thyroïde, ou là carrément derrière la thyroïde, en intrathyroïdien. Leur localisation est variable, mais la localisation la plus fréquente, ça reste en arrière de la glande thyroïde, c'est-à-dire juste à côté de la face postérieure des lobes latéraux, comme schématisé, le schéma et comme schématisé ici, le schéma, ou le dessin, ou la photo, en bas à gauche. Ça, ce sont les rapports postérieurs. Le paquet vasculo-nerveux du cou avec les parathyroïdes, ce n'est pas à oublier. Pour la face médiale, il est très simple à retenir, c'est l'axe aérodigestif. Les organes qui sont contenus dans la gaine viscérale du cou, en plus de la thyroïde. Alors ces organes-là, ils vont constituer deux axes. Un tuyau pour le hawa, un tuyau pour le makla que tu connais déjà. Le tuyau pour le hawa, c'est la continuité larynx-trachée, le conduit laryngotrachéal. Et pour l'axe digestif, ce sera la continuité du pharynx avec l'œsophage. Si on veut être plus précis pour les rapports, on va dire que la face médiale va entrer en rapport avec les premiers, deuxième, troisième, quatrième et même cinquième anneaux cartilagineux, tu peux les compter Nayan. Et avec la face latérale, pour le larynx, du cartilage cricoïde et du cartilage thyroïde. D'ailleurs, ces cartilages-là sont recouverts partiellement par le constricteur inférieur du pharynx, un muscle constituant le pharynx. Ces rapports-là, beinin, mais un des rapports, si ce n'est le rapport le plus important à ne pas oublier, et même ça coule le cours, tu n'oublies pas ce rapport-là, c'est le rapport avec le nerf laryngé récurrent. Souviens-toi, on avait dit en cardio, le nerf vague, il va être responsable de l'innervation de notre larynx pour pouvoir contrôler les cordes vocales. Cette innervation-là, elle va se faire par le biais de deux nerfs. Un nerf laryngé supérieur, l'idjim el-fawq, qui ne nous intéresse pas pour le moment, et un nerf laryngé inférieur, l'idjim el-taht, qui nous intéresse pour le moment. Ce nerf laryngé inférieur ou le récurrent, il aura une naissance et une position de naissance, une origine qui sera différente selon le côté lirakfé. Le récurrent droit, il naît tête la subclavière. Le récurrent gauche, il va naître tête la crosse aortique. Et là, c'est une vue postérieure en arrière du conduit ou là de l'axe aérodigestif, avec ici symbolisé avec aussi une symbolisation des artères. Ce laryngé récurrent, enfin les deux, ils vont cheminer, au niveau de cette fameuse gaine viscérale du cou. Avec le récurrent gauche qui va cheminer l'angle qu'il y a entre la trachée et l'œsophage, parce que tu ne dois pas oublier que l'œsophage il est légèrement décalé à gauche par rapport à la trachée. Et pour le droit, il va cheminer tout simplement sur le bord latéral droit de l'œsophage. Aussi simple que ça. Ce rapport-là, il est important parce que dans des cas d'intervention chirurgicale au niveau de la glande thyroïde, il y a un risque que tresse, sans faire exprès, ce fameux laryngé récurrent. Où il est très sous sans faire exprès, qu'est-ce qui se passe? Tu vas couper l'innervation du larynx. Larynx, je fais les cordes vocales. Et si tu coupes cette innervation-là, qu'est-ce qui se passe? Le patient, il va subir une dysphonie post-opératoire. Juste après l'opération. Pourquoi? Parce qu'une taille comme un débile, tu as oublié ce rapport-là, ou reste le nerf laryngé récurrent, sans faire exprès l'intervention TAC sur la thyroïde. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier ce rapport-là. Pour les lobes latéraux, c'est des rapports que tu peux oublier si tu veux. Les muscles, ce sera les muscles infrahyoïdiens, bien sûr. Ces muscles-là, on va les détailler justement, les rapports superficiels.
les muscles infraoïdiens qui sont bien sûr engainés par des lames d'aponévrose qui font partie du fascia cervical, le fameux fascia au niveau de la région cervicale. À noter, Tanit Blé, vu que c'est une glande qui est presque superficielle, la palpation elle est faisable. L'anatomie palpatoire te dit que tu peux palper un des lobes thyroïdiens. Il suffit juste que tu te mettes derrière le patient, que le patient il délègue une extension de la nuque, une extension de la tête, il met la tête en arrière et qu'il tourne légèrement vers le côté où il a examiner le lobe thyroïdien. Et tu vas pouvoir examiner et voir et palper cette glande thyroïde. Pour le sommet, il va être le sommet et la base des lobes thyroïdiens. Les rapports THOM, ça sera avec les vaisseaux thyroïdiens, artères et veines thyroïdiennes supérieures ou les inférieures. Le sommet, ce sera les deux, artères et veines thyroïdiennes supérieures, et la base sera essentiellement les veines thyroïdiennes inférieures. On passe maintenant aux rapports superficiels, les rapports du chirurgien, les rapports qui vont permettre d'énumérer les structures, les couches de tissu qui vont séparer cette glande thyroïde de la superficie et de l'extérieur justement. Donc, qui نفتحوا la peau, qui نفتحوا le fascia superficialis, qui نفتحوا le tissu sous-cutané graisseux. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh ben, on va retrouver des lames d'aponévrose qui constituent le fascia cervical. Alors, le fascia au niveau de la région du cou, il va être divisé en trois niveaux, trois aponévroses pour la région antérieure du cou. Donc, les aponévroses, ils les muscles de cette fameuse région. On a la ponévrose cervicale superficielle, qu'on appelle maintenant la lame superficielle, le fascia cervical. On a la ponévrose cervicale moyenne, qu'on appelle maintenant la lame prétrachéale. Et on a la ponévrose cervicale profonde, qu'on appelle maintenant la lame prévertébrale du fascia cervical. Le nom est Hadar Wahdo. La première couche, ce sera la lame superficielle du fascia cervical. C'est une lame d'aponévrose, le schéma qui va engainer les muscles les plus volumineux, le cutac, c'est le sternoclédomastoïdien. Ce sternoclédomastoïdien, c'est lui que tu vas entraîner si tu fais de la musculation, le cutac par exemple. Alors, il va engainer le sternoclédomastoïdien sur les côtés, mais il va être engainé et prendre les jugulaires antérieures en avant. On a plusieurs veines jugulaires. On n'a pas que la jugulaire interne, le paquet vasculo-nerveux. Ça, c'est la première lame du fascia cervical. Zid, le fascia cervical d'ailleurs. Le fascia, la lame superficielle de ce fascia cervical. La lame prétrachéale qui va venir juste en avant de la trachée comme son nom l'indique. Cette lame prétrachéale là, qu'on appelait avant l'aponévrose cervicale moyenne, elle va engainer 4 muscles. Et pour engainer ces 4 muscles, elle va avoir besoin de 2 feuillets. Un feuillet superficiel et un feuillet profond. Le feuillet superficiel, il va envelopper en avant le sternoclédoïdien. C'est le numéro 6. Muscle qui va aller de la région, donc au niveau de l'osioïde, où il y a le sternum, jusqu'à l'articulation entre sternum et clavicule. Ça, c'est en avant. Et en arrière, qui est visible en numéro 2, c'est le muscle homoyoïdien. Un muscle qui va aller donc de l'osioïde à l'omoplate, à la scapula. Ça, c'est pour le feuillet superficiel. Le feuillet profond, il va engainer 2 autres muscles. Le muscle qui va nous intéresser, il a les morbellates, c'est le sternothyroïdien. Muscle qui va aller du cartilage thyroïde du larynx, le sternum, qui est visible ici en numéro 5. Et un muscle un peu plus haut qu'on ne voit pas sur cette coupe et qui ne nous intéresse pas vraiment, c'est le thyroïdien qui va de l'osioïde jusqu'au cartilage thyroïde dans le larynx. Voilà les aponévroses, les lames d'aponévrose qui vont constituer un rapport superficiel de ta glande thyroïde, qui font partie du fascia cervical. On ne va pas citer la lame prévertébrale, le fascia, l'aponévrose cervicale profonde, qui engaine les muscles prévertébraux avec les squalènes et tout ce qu'il y a à ce niveau-là, parce que ce ne sont pas des rapports de la glande thyroïde. On va noter Tanit un petit point clinique sur la trachéotomie. Geste d'urgence pratiqué sur les patients qui n'arrivent plus à respirer, inconscients généralement,
qui n'arrivent plus à respirer pour cause d'obstruction des voies aériennes supérieures et pour permettre, pour justement qu'ils puissent respirer, on ouvre cette fameuse trachée et on insère un petit tube qui va leur permettre de respirer. Cette trachéotomie, pour la faire, on a un endroit spécifique entre la pomme d'Adam et la base du cou. Et cet endroit-là, il est délimité par un fameux losange, par les bords médiaux des muscles de la région infrahyoïdienne, تحت l'osioïde. Alors ces muscles-là, on en a déjà parlé, qui donnent la trachée. C'est les muscles sternoclédoïdiens pour le fouq, les deux bords médiaux qui vont constituer le triangle supérieur de ce losange-là. Les sternoclédoïdiens qui vont aller du sternum jusqu'à le fouqa, l'osioïde en haut, c'est normal qu'ils sont en haut. Et les deux bords médiaux en inférieur qui vont nous former le triangle inférieur, c'est le sternothyroïdien, qui va constituer un rapport immédiat avec la glande thyroïdienne. Alors, ce losange-là va laisser du coup un espace permettant d'effectuer cette trachéotomie et on va l'effectuer généralement juste pour l'isthme thyroïdien parce que c'est là où est-ce que le premier anneau trachéal est libre, c'est la trachéotomie sus-ismique. On termine avec la partie la plus importante pour la glande thyroïde, c'est la vascularisation. On commence avec la vascularisation artérielle. Cette vascularisation artérielle elle va se faire par le biais de, en tout et pour tout, 5 pédicules artériels si on compte le pédicule inconstant. Alors, on a 4 pédicules qui vont être constants, 4 artères. Et en réalité, ils sont pairs, donc en réalité, on n'a que 2 artères. Artère thyroïdienne supérieure, issue de la carotide externe. Et artère thyroïdienne inférieure, issue par le biais d'un tronc artériel de la subclavière. Donc, les deux artères thyroïdiennes supérieures sont des artères paires. Ils vont venir de la carotide externe, branche de bifurcation de la carotide commune primitive, les le paquet vasculo-nerveux du cou. C'est la première branche, d'ailleurs, cette branche-là, elle va et elle va se diviser en 3 branches terminales qui va respecter la morphologie et la forme de cette glande thyroïde. Il y a qu'on a dit les lobes. La thyroïde est constituée d'un isthme avec 2 lobes qui ont une forme pyramidale avec 3 faces. Et ici, on va respecter cette morphologie en donnant 3 branches terminales. On aura une première branche médiale. Elle va aller vers l'intérieur. Première branche de bifurcation de la thyroïdienne supérieure, médiale, qui va cheminer pour l'isthme de cette glande-là. هتلاقى بلا branche médiale تاع l'autre thyroïdienne supérieure, de l'autre côté. Ils vont constituer une arcade qu'on appelle l'arcade sus-ismique, au-dessus de l'isthme de la thyroïde. On aura une branche postérieure, symbolisée ici en pointillé. C'est une branche qui va aller en arrière, permettant de vasculariser l'arrière de la thyroïde et ainsi la face postérieure du lobe thyroïdien. هتلاقى هي تانيت بلا branche postérieure, cette fois-ci du pédicule artériel inférieur, c'est-à-dire de l'artère thyroïdienne inférieure, et constitue une autre arcade, l'arcade rétrolobaire. Et ensuite, on a une troisième branche. Cette branche-là, elle ne va pas constituer d'arcade, elle va juste se ramifier à la face latérale, antérolatérale du lobe thyroïdien. C'est la branche latérale, tout simplement. Voilà les 3 branches de l'artère thyroïdienne supérieure. L'artère thyroïdienne inférieure, c'est la même chose. Elle va venir, cette fois-ci de la subclavière, par le biais d'un tronc artériel qu'on appellera le tronc thyro-bicervico-scapulaire que tu vois très très bien ici. Et elle va, elle aussi, donner 3 branches terminales, permettant la vascularisation de la glande thyroïdienne en respectant sa morphologie. Elle n'est pas faite n'importe comment, cette vascularisation. On va avoir une branche inférieure. Elle va former une arcade sous-ismique. À la branche inférieure de l'autre thyroïdienne inférieure pour vasculariser le bas de l'isthme de la thyroïde. Super. On aura une branche médiale allant légèrement vers le médial pour vasculariser la face médiale du lobe thyroïdien. Il ne faut pas l'oublier, la face médiale du lobe thyroïdien. Et on aura une branche postérieure, la branche postérieure de la thyroïdienne supérieure, constituant une arcade, l'arcade rétrolobaire. Voilà la vascularisation par le biais des 2 artères thyroïdiennes
supérieure et inférieure. En tout et pour tout, on a 4 parce qu'elles sont paires. Et on a un cinquième pédicule qui est inconstant. On a déjà les courtes à cardio et courtes à l'aorte. C'est l'artère thyroïdienne moyenne. Cette artère thyroïdienne moyenne qu'on appelle l'artère thyroïdienne IMA ou la de Neuber va, si elle existe, être issue soit de la crosse aortique, soit du tronc artériel brachocéphalique pour vasculariser la thyroïde de manière accessoire. Voilà pour la vascularisation artérielle. On a un schéma qui nous récapitule un peu tout, avec la thyroïdienne supérieure, les dietnéma carotide, externe. C'est divisé en 3 branches pour vasculariser la thyroïde. La thyroïdienne inférieure, elle est là. Jetname, le tronc thyro-bicervicoscapulaire, là, subclavière pour vasculariser la thyroïde en inférieur. Et on a la thyroïdienne moyenne IMA qui est inconstante. Mais lorsqu'elle est là, elle permet de vasculariser. Pardon, elle permet de vasculariser la thyroïde ténite. Et tu remarqueras que la vascularisation de la thyroïde, elle est de type anastomotique. Elle est de type anastomotique de par la présence de plusieurs arcades. C'est richement vascularisé la thyroïde. On a une arcade sus-isthmique, sous-isthmique, rétrolobaire des deux côtés, ce qui fait que on n'a pas peur pour l'irrigation sanguine au niveau thyroïdien. S'il y a un problème, un vaisseau, une artère en particulier, les autres peuvent prendre le relais de par les anastomoses que l'on a vu ici pour la vascularisation de la thyroïde. C'est pas la même chose que les parathyroïdes. Les parathyroïdes, ils vont avoir une vascularisation légèrement différente. Pour la vascularisation veineuse, elle n'est pas totalement calquée sur l'artérielle, donc il va falloir nadrocher aléha. 3 pédicules, thyroïdienne supérieure, veine thyroïdienne moyenne et veine thyroïdienne inférieure, avec des trajets un peu différents. La thyroïdienne supérieure, elle va se drainer dans la jugulaire interne, par le biais d'un tronc, le tronc thyrolingofacial, qui va récolter plusieurs autres veines, les veines linguales, faciales, pour drainer la langue et la face par exemple, et pour ne citer que, qui sont des affluentes vers la jugulaire interne. Thyroïdienne moyenne, visible ici, qui va directement aller vers la jugulaire interne. Et on a les thyroïdiennes inférieures, qui vont se drainer directement dans les veines brachiocéphaliques. On a ici un schéma qui nous montre très bien les veines, thyroïdienne sup, thyroïdienne moyenne et inférieure, qui vont se drainer successivement dans jugulaire interne par le biais du tronc, thyro-lingofacial, jugulaire interne directement et dans les deux troncs veineux brachiocéphaliques droit et gauche. Pour le drainage lymphatique, la lymphe de la thyroïde va être drainée par des vaisseaux lymphatiques. Jusque-là, c'est simple. Ces vaisseaux lymphatiques vont former des collecteurs lymphatiques. C'est simple. Les collecteurs lymphatiques vont ensuite suivre 3 trajets. Ils vont suivre 3 courants. 3 courants différents. Un courant en haut, partie de la lymphe va aller en haut, une partie de la lymphe va aller en bas, et une partie de la lymphe va aller en latéral. En haut, on va aller vers les lymphoneux, les ganglions lymphatiques prélaryngés, juste en avant du larynx théraque, visible ici. En bas, le courant lymphatique va aller vers les ganglions, les lymphoneux prétraqueux, en avant de la trachée, visible ici en 2. Et les autres, les courants latéraux, ils vont aller vers les lymphoneux, visible ici le schéma tête, ils vont aller vers les lymphoneux, la chaîne ganglionnaire jugulaire ou la jugulo-carotidienne, qui suivent ici le trajet, les veines jugulaires internes, ou les artères carotidiennes. Pour l'innervation, elle sera bien sûr végétatif autonome, sympathique, parasympathique. Assuré, donc le sympathique, ce sera le cervical, les ganglions sympathiques cervicaux, supérieurs et moyens. Et pour le parasympathique, ce sera par le biais du pneumogastrique, du nerf vague, avec les branches qu'il va nous donner. Alors, ces différents nerfs, ils vont former 2 pédicules. Un pédicule nerveux supérieur, qui va aborder le pôle supérieur de la glande thyroïdienne. Et ce pédicule-là, il va être constitué de filets nerveux liés aux des ganglions cervical supérieur pour le sympathique. Et pour le parasympathique, le nerf laryngé supérieur, celui qui aide à vasculariser le larynx. Et ce nerf laryngé supérieur, la plupart du temps, il taxem pour nous donner une branche externe, le nerf laryngé externe. Le pédicule inférieur, lui, il va cheminer juste en avant de la thyroïdienne
de l'artère thyroïdienne inférieure et il va venir, donc pour le sympathique, du ganglion cervical sympathique moyen, mais supérieur, et du laryngé inférieur, du nerf laryngé récurrent, qui est un rapport très important à ne pas oublier. En conclusion, la glande thyroïdienne est une glande endocrine volumineuse située au niveau de la région cervicale en infrayoïdien. La connaissance de ses rapports anatomiques et de son anatomie descriptive est primordiale, avec en point d'orgue ne pas oublier le rapport avec les nerfs récurrents laryngés. On a un rapport très important entre la face médiale des lobes thyroïdiens avec ce fameux récurrent laryngé. Faire attention à ne pas toucher les récurrents laryngés dans le cas d'une intervention chirurgicale sur la thyroïde, parce que sinon tu risques d'avoir une dysphonie post-opératoire pour ton patient. Et c'est pas une chose que le patient aimerait bien. Donc, on passe maintenant aux parathyroïdes. Les glandes parathyroïdes, on va les faire assez rapidement. Pourquoi? Parce que ces glandes-là sont, c'est pas qu'elles sont pas importantes, mais d'un point de vue anatomique, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce sont des glandes qui sont sujets à beaucoup de variations anatomiques. Ce sont déjà de toutes petites glandes. On va voir les dimensions juste après, mais elles sont vraiment très très petites. Des petites glandes endocrines qui vont avoir un nombre, une situation, des paramètres et une forme variable. Tout est variable عندهم. Ce sont des glandes généralement au nombre de 4, généralement situées en arrière de la thyroïde et en rapport avec la face postérieure des lobes thyroïdiens. Et pourquoi est-ce qu'on les considère comme étant des glandes à part entière? Tout simplement parce qu'elles ont leur propre capsule. C'est vrai qu'elles sont en contact de la thyroïde, donc derrière la loge thyroïdienne, mais elles ont leur propre capsule. Ce n'est pas une partie du tissu thyroïdien qui sécrète la parathormone ou des hormones spécifiques, non. Ce sont des glandes à proprement parler de par la présence d'un tissu glandulaire spécifique lium, mais également d'une propre capsule fibreuse qui va individualiser ces glandes-là. Ces parathyroïdes, d'un point de vue physiologique et fonctionnel, elles vont sécréter une hormone très importante qui est la PTH, la parathormone. Et cette PTH, elle va intervenir pour réguler l'équilibre phosphocalcique en étant une hormone antagoniste de la calcitonine. Donc elle va jouer sur le métabolisme du calcium. Les caractéristiques anatomiques, structurelles des parathyroïdes, eh ben, il y en a beaucoup, en fait. On ne peut pas vraiment tout citer sur l'anatomie descriptive et topographique de la parathyroïde parce qu'il y a beaucoup de variations. Le nombre, variable. Mais généralement, c'est 4. On a généralement 2 glandes parathyroïdes supérieures et 2 glandes parathyroïdes inférieures. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins, mais la plupart du temps, fréquemment, c'est 4 parathyroïdes qu'on va retrouver chez un patient. La forme, kiff, variable. Peut-être ovoïde, peut-être piriforme, peut-être ou trilobulé même. Mais voilà. Pour la couleur, c'est du rouge jaunâtre, voire du brun. Et pour la situation et les rapports anatomiques, la situation est variable. Généralement en arrière de la thyroïde, mais qui belette, on peut les retrouver en avant de la thyroïde, c'est rare, mais on peut les retrouver en avant. On peut les retrouver juste dans l'œsophage, sur les parois antérolatérales de l'œsophage, c'est rare, mais c'est trouvable. On peut les retrouver dans la thyroïde, dans le tissu thyroïdien, en intrathyroïdien, et on peut peut-être les retrouver non plus dans la région cervicale, mais en thoracique, en intramédiastinal, derrière le médiastin, ce qui est faisable Donc, donc s'il y a un rapport qui serait à retenir, parce que la situation elle est variable, il n'y a pas vraiment grand chose à retenir sur ça. Le rapport, lorsqu'elle est dans une situation standard, la fréquente, c'est bien sûr la face postérieure du lobe thyroïdien, auquel elle va être en contact. D'un point de vue dimension, une longueur de 8 mm, à peu près, largeur 4 mm, kiff à peu près, et épaisseur d'environ 2 mm, ça reste des valeurs standards qui peuvent varier. Et un poids, ce sont des toutes petites glandes qui marquent 40 mg برك. C'est insignifiant. Insignifiant d'un point de vue structurel, mais d'un point de vue fonctionnel, elles sont très 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 importantes. Pour la vascularisation, alors la vascularisation des 4 parathyroïdes, supérieurs et inférieurs, elle est assurée
dans presque tous les cas, à 80%, par les artères thyroïdiennes inférieures. Généralement, à 80% des cas, c'est les artères thyroïdiennes inférieures qui vont vasculariser les parathyroïdes inférieurs et les parathyroïdes supérieurs. S'il y a 80% de cas, ça veut dire qu'il y a 20% à peu près, voire un peu moins, ça dépend des sources, qui considèrent que les parathyroïdes supérieurs peuvent être vascularisés par les thyroïdiennes sup et non pas par les thyroïdiennes inférieures. C'est important à savoir Wa'alash parce que la vascularisation des parathyroïdes, elle est de type terminal. Elle n'est pas anastomotique. Une seule artère unique pour une seule glande. Il n'y a pas d'anastomose. Ce qui fait que dans une intervention chirurgicale sur la thyroïde, il faut faire attention déjà aux récurrents laryngés, il faut faire attention aux vaisseaux thyroïdiens. En cas de lésion d'un vaisseau thyroïdien, qu'est-ce qu'on risque? On risque un problème avec les parathyroïdes. On risque une hypoparathyroïdie. Parce que tu as lésé une artère et qu'il y a une vascularisation de type terminal, pas d'irrigation vers la parathyroïde, la parathyroïde elle meurt. Elle ne fonctionne plus. C'est important de connaître cette vascularisation pour la thyroïde et la parathyroïde. La veineuse, le drainage veineux, il va se faire généralement par un tronc veineux unique qui va se jeter dans l'une des veines thyroïdiennes. Alors, les supérieures, généralement, c'est les veines thyroïdiennes moyennes. Et les parathyroïdes inférieures, c'est les veines thyroïdiennes inférieures. Le drainage lymphatique, rapidement, il va se faire vers les vaisseaux lymphatiques et les collecteurs thyroïdiens. Et pour l'innervation, elle va sera bien sûr autonome, généralement sympathique. Elle va venir donc du sympathique cervical, donc cervical moyen pour les sup et cervical inférieur pour les parathyroïdes inférieurs, et par le biais du récurrent, donc du récurrent laryngé. En conclusion, là tu as quelques photos sur des goitres. En conclusion, sur une hypertrophie thyroïdienne, l'anatomie, la connaissance anatomique de la glande thyroïdienne et des parathyroïdes, c'est très très important de connaître l'anatomie descriptive et topographique de ces deux glandes-là, de connaître la structuration de la région cervicale qui colle en tant qu'ensemble. Mais ce qu'il ne va pas falloir oublier, mettre le cours, c'est le rapport de la thyroïde avec le récurrent laryngé, et c'est le fait que la vascularisation des parathyroïdes, elle est terminale. Donc, il faut faire attention à ne pas léser qui le récurrent laryngé, qui les vaisseaux thyroïdiens dans le cas d'une intervention sur cette glande-là. On a terminé avec la région cervicale, on revient, je dis bien on revient, parce qu'on a les unités les faites qu'on a dans la cavité abdominale, on revient à la cavité abdominale avec les glandes surrénales. Les glandes surrénales, ce sont des glandes qui font partie du système endocrinien, des glandes paires, on en a deux. Ils vont coiffer le pôle supérieur du rein. Et d'un point de vue situation, Jayin, la cavité abdominale en arrière du péritone pariétal postérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rahom en la région rétropéritonéale. Rétropéritonéale juste au-dessus des reins. Et donc au niveau juste fort l'appareil urinaire TAC. Ce sont des glandes qui, contrairement aux deux autres, qui peuvent subir des ablations ou des interventions où est-ce qu'on peut enlever partiellement ou totalement les glandes endocrines hadouk. Hadouma sont des glandes endocrines indispensables à la vie. Elles sont vitales. Tu ne peux pas les enlever. Ces glandes endocrines indispensables à la vie vont être constituées de deux parties. Deux parties qui vont être embryologiquement, structurellement et même physiologiquement différentes. Alors, ces deux parties-là, c'est la partie corticale et la partie médulaire de cette glande surrénale, qu'on appelle plus communément la cortico-surrénale pour la partie périphérique et la médulo-surrénale pour la partie centrale de cette glande. Je t'ai dit avec une origine embryologique différente pour ces deux parties-là. Alors, après la mise en place des trois feuillets embryonnaires, bon ça on va le revoir plus en détail en histo, après la mise en place des trois feuillets embryonnaires, après la fermeture du tube neural, après la migration des cellules constituant les crêtes neurales et le début du développement de la métamérisation et du développement du mésoderme, et du feuillet mésoplastique, on va avoir deux ébauches qui vont former notre glande surrénale. D'abord au niveau mésoblastique mésodermique.
Prolifération des cellules au niveau du mésoderme intermédiaire qui va au plus tard former la cortico-surrénale. J'ai une origine mésodermique pour cette cortico-surrénale. Et on a, de par les cellules qui ont migré, les crêtes neurales, euh, qui vont venir au niveau de cette prolifération cellulaire du mésoderme ou du mésoblaste intermédiaire, ils vont être encerclés par cette prolifération mésodermique, constituant la partie centrale à dire qui va être la médulo-surrénale, origine ectodermique, ou voire même neuroectodermique, car ça vient des crêtes neurales. Cette double origine embryonnaire, elle est nécessaire. Pourquoi? Car ça justifie la double fonction. Déjà, double aspect histologique. L'aspect histologique va être différent entre la corticale et la médulaire de cette surrénale, et aussi une différence au niveau de la fonction. La médulo-surrénale va sécréter des catécholamines, c'est-à-dire dopamine, noradrénaline et adrénaline. Ce sont des hormones qui jouent la plupart du temps un rôle de neurotransmetteur. C'est bon pour le système nerveux. Et avec l'origine embryonnaire, crête neurale, tu comprends, Balash. Pour la corticale, le cortex de la surrénale, ce sera la synthèse des stéroïdes, ce sera la synthèse des minéralocorticoïdes, qui émanent l'aldostérone, jouant un rôle pour réguler le système, enfin la pression artérielle avec le système rénine-angiotensine, ça tu connais. Et aussi les glucocorticoïdes avec le cortisol, la fameuse hormone du stress. Et en athénite, la synthèse des androgènes, des hormones masculines. Alors, la connaissance de l'anatomie, de l'histologie surtout, et de la physiologie de cette glande est très très importante, car elle permet d'expliquer et de mieux comprendre les différentes pathologies, les résidus que les glandes surrénales. On a plusieurs pathologies associées avec les glandes. Tu peux avoir une insuffisance surrénalienne, un Addison, tu peux avoir trop de cortisol, un Cushing, tu peux avoir trop d'aldostérone, la maladie de Cohn, tu peux avoir trop d'androgènes, un syndrome hyperandrogénique. Bref, on a plusieurs pathologies des surrénales, donc la connaissance de l'anatomie et surtout de la physiologie plus tard de ces glandes-là reste primordiale. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ce sera l'anatomie. Il n'y a pas grand-chose à dire à Alehom, vu que tu as déjà étudié la topographie de l'abdomen, donc tu sais où je en intrapéritonéal et tu sais où je en en rétropéritonéal. Donc automatiquement, tout ce que je vais dire, les rapports anatomiques, tu le sais déjà inconsciemment. Pour la configuration externe de ces glandes surrénales, les glandes surrénales, elles vont avoir un aspect différent. Ce sont des glandes paires, bien sûr, on en a deux, une à droite, une à gauche, mais elles vont avoir un aspect différent. Elles sont non symétriques. La droite, elle va avoir généralement un aspect de pyramide, aplatie sagittalement. Et le fait est qu'elle soit aplatie, ça se voit très bien sur cette coupe sagittale. Aplatie sagittalement, une pyramide, tandis que la gauche, elle aura une forme de virgule. Et généralement, elle est un peu plus grande que la droite. Une forme de virgule. Ce sont deux glandes qui vont se situer en rétropéritonéal, profondément à la cavité abdominale de part et d'autre de la colonne vertébrale, juste au-dessus des reins. Elles vont coiffer le pôle supérieur des reins avec lequel elles vont avoir un rapport très important. D'un point de vue morphologie et description, ce sont des glandes qui vont présenter généralement trois faces. Une face antérieure, pour les deux, hein, droite et gauche. Une face antérieure qui va contenir le île de la surrénale. Et le île, la veine surrénale. Avec une face postérieure, bon, c'est mieux de voir ça sur cette vue sagittale. Une face postérieure et une face, la face postérieure elle est généralement convexe. Et une face rénale qui est en contact, qui est presque en contact avec le rein, avec le pôle supérieur du rein, qui va être concave. Ces trois faces-là vont délimiter morphologiquement cette glande surrénale qui va avoir des paramètres dimensionnels suivants. 4 à 5 cm de long, 2 à 4 cm de large à peu près, euh, un poids de 6 à 8, voire 6 à 10 grammes, et une coloration jaune chamois à peu près. La consistance de hal sera ferme, mais ça reste une glande très très friable. D'un point de vue situation, ici il y a une erreur, le support, c'est pas l'anatomie de l'hypophyse, c'est au niveau de la situation de la surrénale. Elle va situer qui manque juste au-dessus
du rein, au niveau du pôle supérieur du rein. Plus précisément, il va être englobé par le fascia rénal. Tu te souviens, le rein, on avait dit que la graisse qui l'entourait, la graisse périrénale, sa condensation donnait le fascia rénal. Ce fascia-là était constitué de deux feuillets. Un feuillet en arrière, le fascia rétro-rénal, et un feuillet en avant, fascia pré-rénal. Et bah, ce feuillet rétro-rénal et pré-rénal, il va en haut et il va englober derrière la loge rénale, derrière ce fascia rénal, la glande surrénale tendite. Reste et que cette glande surrénale, elle n'est pas directement en contact du rein. Elle est séparée par une légère membrane du fascia rénal. C'est le septum intersurrénalo-rénal. Alors ce septum-là, il est important à connaître, parce que ça justifie le fait est que lorsque l'on a une ectopie rénale, c'est-à-dire une variation de position تاع les reins ماهمش في بلاصتهم habituels اللي تقراهم في les cours تاع anato, eh ben on n'aura pas automatiquement une ectopie surrénale. Les surrénales, c'est pas parce que c'est le chapeau تاع les reins que حيتبعهم que les surrénales حيتبعوا le rein في l'ectopie تاعهم. وعلاش parce qu'on a une séparation, une cloison qui va permettre de fermer et de séparer la surrénale du pôle supérieur du rein. Ça, c'est pour la situation générale. Maintenant, pour la topographie et les rapports anatomiques, on va avoir besoin d'une coupe transversale et d'une vue frontale sur l'espace rétropéritonéal. Alors, pour la coupe transversale, on a fait une coupe sur T12, selon le schéma. Cette coupe sur T12, elle te laisse observer les organes de l'espace péritonéal et les organes de l'espace rétropéritonéal en arrière, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va observer? Hamlik, les deux surrénales qui sont montrées en rouge. Surrénale droite sur la droite et surrénale gauche sur la gauche, parce qu'on est sur une coupe anatomique, non pas sur une coupe scanner. La surrénale droite va avoir un rapport antérieur avec essentiellement le foie, que tu vois ici, et avec la veine cave inférieure. Alors ce rapport avec le foie, il est important. Parce qu'il faut savoir que Kima en avait dit que le rein droit, il était plus bas situé que le rein gauche, et bien automatiquement, la surrénale droite, elle va être plus bas située que la surrénale gauche. Elle a déjà la présence de cette fameuse glande hépatique. Donc rapport antérieur de la surrénale droite, veine cave inférieure, parce que la veine cave inférieure elle est à droite, et le foie, parce qu'il est à droite. L'hypochondre droit, essentiellement. Pour les rapports antérieurs de la surrénale gauche, ce sera avec estomac, par le biais de la bourse mentale, la queue du pancréas et la rate. Ces éléments-là vont constituer un rapport antérieur par l'intermédiaire du péritoine pariétal postérieur avec la surrénale gauche. Bien sûr, on aura un rapport avec le pôle supérieur du rein, avec même le bord médial suprahilaire du rein. Faut pas l'oublier. Et en arrière, sur cette vue frontale, ça se voit très très bien, on aura un rapport avec le diaphragme, bien sûr. Le diaphragme qui est très très bien montré sur ce schéma-là. Ça demande grossièrement les rapports les surrénales. Donc on va avoir à retenir le rapport avec, bien sûr, veine cave inférieure, foie en antérieur pour la droite, estomac, rate, pancréas pour la surrénale gauche en avant. En arrière, les deux vont entrer en rapport avec le diaphragme. Pilier droit et gauche selon Winarak, selon la droite ou la gauche. Et bien sûr, un rapport très important avec le rein. Pour la vascularisation artérielle va se faire par le biais de trois pédicules, trois artères. Visualisez ici, faites le schéma. On aura les artères surrénaliennes supérieures, les artères phréniques ou la diaphragmatique inférieure, qui vascularisent le diaphragme, qui vascularise la face inférieure de notre diaphragme, la face abdominale. Donc ces artères surrénaliennes supérieures, c'est le premier pédicule, Yadjib al-Fawq. Ensuite, on aura les artères surrénaliennes moyennes. Deuxième pédicule, bien sûr toujours pair, l'hygiéné directement de l'aorte abdominale. Et qu'est-ce qu'on a? On a les artères surrénaliennes inférieures, l'hygiéné, mais les artères rénales, qui viennent aider à la vascularisation de cette surrénale. La vascularisation veineuse, elle est encore plus simple. J'ai une grosse veine, le il de la surrénale, gauche ou la droite. Alors, la veine surrénalienne
gauche تروح لي vu que la veine cave elle est شوية بعيدة حتروح لي في la veine rénale. Tandis que la veine surrénalienne droite, la veine cave elle est juste à côté, حتروح لي directement pour la veine cave inférieure. Et c'est pour ça que quand on avait fait le cours sur le système cave et le système avigos, on avait dit que les affluentes terre la veine cave inférieure, il n'y avait que la surrénale droite. وعلاش parce que la surrénale gauche هتروح لي في la veine rénale. La veine rénale gauche bien sûr. C'était la même chose pour les gonadiques. Hein. Gonadiques, on avait cité que la droite parce que la gauche هتروح لي في la veine rénale gauche. Pour le drainage lymphatique, donc tu vois que les cours, surtout en anatomie, ils sont liés, car on étudie les structures une par une pour mieux comprendre l'espace et la topographie d'une région donnée. Pour le drainage lymphatique, il va se faire par le biais de collecteurs lymphatiques qui vont se drainer des lymphoneux de part et d'autre de l'aorte et en avant de l'aorte, les lymphoneux latéraux-aortiques et pré-aortiques, bien sûr, la région lombaire. Avant de terminer, j'ai oublié de parler de l'innervation. L'innervation, elle va se faire par le biais de filets nerveux, des nerfs qui vont en fait constituer un plexus, le plexus surrénalien. Et le plexus surrénal, Jani en réalité, le plexus cœliaque. Hein, de la région cœliaque, ce que tu as ici, le tronc cœliaque, de la souris la région cœliaque de Louchka, où on va avoir les deux ganglions semi-lunaires qui vont recevoir nerf vague et le contingent sympathique par le biais des splanchniques. Et ben ça va former des plexus annexes, plexus rénal et ici plexus surrénal, pour aider à l'innervation végétative de, de cette glande surrénale. Et on a terminé le cours ternant. J'espère que ce cours vous a plu, j'espère que Famto. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bqa ala khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.